Salut, c'est le professeur Zamblé. Après l'étude sur les pendules élastiques horizontales, aujourd'hui je vous propose encore une autre étude sur les pendules verticales, élastiques verticales. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de la partie portant sur les pendules élastiques verticales. Donc, pour cela, j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés, je demande vraiment pour votre attention, de mieux vous concentrer sur cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Donc, on a vu. On dit, voici, on nous donne un pendule élastique vertical. Qui est constitué ici de quoi? Ce support qui est là, à un support horizontal, on accroche un ressort initialement comprimé. Mais là, c'est son état initial qui est là, son état d'équilibre. Maintenant, on prend le ressort et on l'accroche à une tige ici. Une tige qui est horizontale. Et on suspend ça comme ça dans l'air. Le ressort étant initialement suspendu dans l'air, on accroche à l'extrémité inférieure du ressort une masse, un solide de masse M, un solide S de masse M. Ces représentations que nous avons fait ici, ces deux types de représentations qui sont là, en réalité, ça, ce sont des représentations virtuelles. Ça veut dire après l'accrochage du solide, les différents mouvements que va faire notre ressort, c'est ça que nous avons présenté ici. Donc, le ressort, le solide étant, le ressort étant à sa position initiale, sa longueur initialement, on appelle ça une longueur L0 à l'état initial, lorsque on n'est pas encore accroché le solide. La longueur du ressort était L0 initialement. Mais après avoir accroché le solide, puisque le solide que nous avons accroché a une masse qui est différente de 0, forcément, à cause de la masse, du fait de la masse du solide, le ressort serait un peu allongé, comme vous le voyez ici. Le ressort serait un peu allongé. Puisque le ressort est tenu comme ça, de manière verticale, et accroché à une tige de manière verticale, donc une fois qu'on vient avec un objet de masse non nulle, on accroche au ressort, donc le ressort va s'allonger un peu. Et c'est cette position là qui est là. Après avoir accroché le solide, le ressort s'allonge à une position d'état L ici. C'est comme si, en plus de sa longueur initiale, le ressort va s'allonger d'une longueur d'état L. Et c'est cette distance-là qui représente cette longueur d'état L. Puisque ici, c'est à cette position que le ressort va sortir, ou bien le solide ici va sortir. Nous allons voir une relation ici d'oscillation. Pourquoi l'oscillation? Parce que le solide ici sera quoi? Associé à son poids P. Et puis, nous avons toujours dit quoi? Qu'il y a une force dont le ressort va exercer sur le solide. C'est cette force-là qui tend quoi? À ramener le ressort à sa position initiale. Et c'est indiqué la tension du ressort. Donc, ces deux forces, la tension du ressort et le poids du solide, vont lutter. Et c'est cette lutte-là qui va engendrer ici un mouvement oscillatoire. Donc, après des oscillations, on verra très bien que, à un moment donné, le ressort va être dans une position déformée. Ici, on peut parler de position d'équilibre, mais le ressort sera déformé. Et cette déformation va entraîner quoi? Sera due à quoi? À la masse du solide. C'est comme si en réalité, le solide qui est là a une masse très élevée, donc le ressort va sortir jusqu'à un moment donné, le ressort va se retrouver dans un état déformé. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de marquer un peu sur la figure les différents états que nous avons ici.
Ici, nous avons quoi? Un état initial. État initial. Ah, c'est état initial du ressort. Et l'état que nous avons ici, c'est quoi? État d'équilibre. État d'équilibre du ressort. Et troisième état ici, nous avons état déformé. État déformé du ressort. Donc, après avoir précisé, mais bon, marqué ces différents états, nous allons passer maintenant à l'étude de notre pendule élastique verticale. Donc, le système, c'est quoi? Il faut d'abord préciser le système avant de commencer l'étude. Dans la vidéo précédente, bon, nous avons terminé dans l'étude des pendules élastiques horizontales. Nous avons vu d'abord comment il faut terminer les équations différentielles et puis la solution à ces équations. Et après, on a fait une étude des modèles d'énergie, une étude énergétique. Mais ici, suivez très bien. Nous allons donc commencer d'abord par l'établissement de l'équation différentielle. On va d'abord établir l'équation différentielle des pendules élastiques verticales, comme nous l'avons vu pour des pendules élastiques horizontales. Donc, suivez très bien. Ici, on va donc marquer ici, premier point, équation différentielle. Équation différentielle. Ça, c'est pour l'étude des pendules élastiques verticales. Donc, toujours avant de pouvoir terminer cette équation différentielle, il est important de préciser d'abord le système d'étude et puis après le repère et de faire l'inventaire des forces. Donc, pour cela, on va d'abord représenter d'abord le système. À savoir quoi? Solide de masse petit m. Après avoir donné le système, on va faire donner quoi? Le référentiel d'étude. Référentiel terrestre supposé galiléen. Après le référentiel, on va donc préciser le repère d'étude. Ici, nous n'avons seulement qu'un repère d'axe vertical. C'est-à-dire le repère OI. Voici le repère. Après le repère, on va faire notre bilan des forces, inventaire des forces extérieures. Bilan des forces. Bilan des forces extérieures. Au système. Nous avons quelle force? Puisque ici, le pendule étant vertical, le ressort étant vertical, seulement que le solide ici sera seulement soumis à deux forces. Il y a une troisième force. Normalement, il y a une troisième force. Et cette troisième force-là, c'est ça c'est plutôt la réaction de la tige. La réaction de la tige, elle est ici. La réaction normale de la tige. Et également ici, de même aussi, la réaction normale de la tige. Ici aussi, la réaction normale de la tige. Mais ici, nous ne prendrons pas la réaction normale de la tige en compte. Pourquoi? Parce que notre système que nous avons défini ici, il faut seulement donner les forces extérieures là. C'est les forces qui sont seulement extérieures au système qu'on doit préciser. Si notre système était le ressort, là
prendre en compte la réaction du support. Mais puisque notre système se résume seulement que au solide ici, on ne va pas prendre en compte la réaction de la tige. On va seulement prendre les deux forces qui s'exercent sur le solide, c'est-à-dire le poids P du solide et la tension T du ressort. Donc, bilan des forces ici, on aura la tension T du ressort on aura quoi? Le poids P du solide. Le poids P du solide. Donc, après l'élémentaire des forces, on a appliqué le théorème de centre d'inertie. Donc, on va mettre ici théorème du centre d'inertie. Qu'est-ce que nous dit donc le théorème de centre d'inertie? Le théorème de centre d'inertie dit à un système donné, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures à ce système est égale à la masse du système multipliée par le vecteur accélération A. Donc, on va donc puisque nous avons seulement identifié deux forces ici, dans la somme vectorielle de toutes les forces extérieures au système ne sera rien d'autre que la somme de ces deux forces que nous avons précisées, c'est-à-dire la tension T du ressort plus le poids P du solide, ce qui nous donne ici M fois l'accélération A. Après l'inventaire des forces, mais après l'énonciation l'énoncé du théorème de centre d'inertie, on va essayer de projeter maintenant la relation du théorème d'inertie que nous avons précisé ici, suivant l'axe d'étude. Notre axe d'étude ici, puisque nous travaillons dans un repère OI, donc notre axe d'étude ici sera OIS. Et l'axe ici est orienté sur que l'origine des ordonnées positives se dirige vers le bas. Donc ici, on va projeter d'abord alors la relation vecteur P plus vecteur P égale à M fois vecteur A. Donc on va projeter projection. Nous projetons sur l'axe OIS. On va projeter cette relation sur l'axe OIS. Lorsqu'on projette cette relation sur l'axe OIS, ça veut dire quoi? On aura T suivant IS, c'est-à-dire la composante du vecteur T suivant l'axe IS, plus la composante du poids P qu'on note P IS est égal à M fois l'accélération, la composante de l'accélération suivant IS aussi. Donc, voici la relation. Mais on va maintenant déterminer T suivant IS et P suivant IS. Donc, quand nous regardons ici d'abord, or, le poids P ici est quoi? Le poids P ici est descendant ici. On voit que la direction, ou même le sens du vecteur P va dans le même sens que le sens du vecteur unitaire I. Donc, une fois qu'on projette le poids P sur l'axe OIS, on aura plus P. Donc, plus P, je vais tout simplement noter P. Maintenant, pour la tension du ressort, le sens du vecteur T de la tension du ressort ici s'oppose au sens du vecteur unitaire I. Donc, la composante TIS sera donc négatif. Donc, voici moins T est égal à quoi? M A suivant IS. Relation T suivant IS plus P suivant IS
égale M A suivant X devient P moins T égale à M A suivant X. Maintenant, nous sommes tous à cette position. Quand nous quittons la position initiale du ressort jusqu'à cette position finale, on a parcouru pour quelle distance? Donc en réalité, l'allongement ne sert à rien d'autre que toute cette portion de distance, c'est-à-dire de là jusqu'à là. C'est ça qui sera delta L'. Delta L' ici sera quoi? La somme de delta L plus le X. Donc ici, je vais dire quoi? Or, d'abord le poids P égale à M fois G. La tension T. Nous savons que la tension T égale à quoi? La constante K, c'est-à-dire la constante de raideur du ressort, qui multiplie, va me donner delta L'. Parce que on part de la position initiale du ressort jusqu'à la position finale du ressort. Donc l'allongement ne sert à rien d'autre que cette distance. Vous voyez? Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va donc essayer de remplacer l'exprimer delta L' en fonction de delta L et de X. Donc nous voyons que voici delta L', voici delta L' qui est là. Et voici delta L qui est là, toute cette distance-là. Et voici le X qui est toute cette distance-là. Donc, on va d'abord venir remplacer ça dans l'équation et après exprimer delta L' en fonction de delta L et de X. Donc, on aura ici quoi? M fois G moins K delta L' égale à M A suivant X. Donc, on va dire quoi? Or, delta L' égale à quoi? Delta L'. Voici delta L', voici delta L, voici X. Donc, delta L' égale à delta L, cette hauteur, plus cette hauteur, c'est la même chose que X, plus X. Donc, on va venir remplacer delta L' ici, et nous aurons quoi? M, G, moins K, facteur de delta L, plus X, égale à M, A, suivant X. Donc, arrivé ici, on va développer. Et on va obtenir quoi? Mg moins K fois delta L. Le mot ici va rentrer, on aura moins K fois X égale à M A suivant X. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Cette relation-là, elle est équivalente à quoi? On va aller chercher lui là. Et nous vaut cette position. Ça, la grandeur qui est là représente la valeur de la tension T lorsque nous sommes à cette position. Lorsque nous sommes à cette position, à la position d'équilibre. Et, bon, le poids c'est tout, bon, le poids c'est tout la masse fois le G, la pesanteur G. Donc, cette position étant considérée comme la position d'équilibre, donc on dira que à cette position, le solide S est en équilibre lorsque les deux forces, c'est-à-dire la tension T et le poids, se compensent. Donc, si ces deux forces-là se compensent, si vous voulez, on peut aller démontrer ça. Donc, il encadre d'abord cette relation et je l'appelle 1. Revenons à cette position, à l'état d'équilibre. On va essayer quoi? À l'état, regardez très bien ce qui va se passer. À l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre ici, lorsque nous sommes à cet état qui est là, nous n'avons quelle force et puis quelle force? Notre système, c'est tout le solide S
Le système, c'est tout le solide S. Et nous avons deux forces à l'état d'équilibre. C'est-à-dire la tension T et le poids P. Mais ici, avec ces deux forces, puisque à cette position qui est là, le solide est à l'équilibre, avant d'appliquer ce qu'on appelle la condition d'équilibre, que nous avons vu depuis la carte des secondes. Que nous dit la condition d'équilibre? On voit que le solide qui est là, à cette position, est soumis à ces deux forces. On dit qu'un solide soumis à deux forces, ou à trois forces, est à l'équilibre. Lorsque quoi? Donc, on dirait quoi? À l'état d'équilibre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le vecteur T plus le vecteur P égale à vecteur nul. Pour cette partie, on ne dirait pas que ça donne MA. Le MA, ça donne que le théorème d'inertie. Le théorème d'inertie s'applique seulement que lorsque nous ne sommes pas dans les états d'équilibre. Et ce théorème-là vient plutôt compenser le théorème d'équilibre. Ici, à l'état d'équilibre, on essaie de produire la relation qui est là sur le même axe OX. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura T suivant X plus P suivant X est égal à 0. Là, ça établit vecteur nul. Donc, T suivant X. T suivant X ici, je vois que la direction de la tension T, elle est parallèle à la direction de l'axe OX. Mais, on voit aussi quoi? Une élément très importante, c'est que le sens de la force, c'est-à-dire de la tension T, s'oppose au sens du vecteur unitaire I. Donc, ça veut dire quoi? La composante de la tension suivant interaxe sera négatif. Donc, on aura moins T ici. Quand nous regardons aussi, la direction du poids, elle est bel et bien parallèle à l'axe d'étude, c'est-à-dire l'axe OX. Et en plus de cela, le sens du vecteur P est de même que le sens du vecteur unitaire I. Donc, un tel vecteur, sa composante suivant l'axe OX sera positif. Donc, on a ici plus P qui est égal à 0. Qu'est-ce que nous savons? Or, à cette position d'équilibre, voici la distance que le solide a parcouru. Là qui est delta L. Donc, à cette position d'équilibre, T égale à quoi? T égale à sa constante, elle n'a pas changé, fois delta L. Et le poids P, qui est toujours égal à M fois G. Donc, nous allons remplacer T et P dans cette relation. Et vous aurez quoi? Moins K. En remplaçant T par son expression, on aura moins K qui multiplie delta L. On a plus, en remplaçant P par Mg, on aura Mg égale à 0. Ça là, la somme est quoi? Est commutative. Ça veut dire qu'on peut avoir M fois G moins K fois delta L égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Cette position que nous avons ici, dans la relation du principe d'inertie, ce n'est rien que la position d'équilibre du solide. Or, nous venons de voir que à cette position d'équilibre, cette relation, elle est équivalente à 0. À la position d'équilibre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cette relation n'est rien que la relation de la position d'équilibre. Or, à l'équilibre, tout ça va faire 0. Donc, on va donc ignorer cette position de valeur et nous allons, l'étude va seulement se limiter à là. Donc, ça veut dire quoi? Puisque celui qui est là, j'appelle ça la relation 2. C'est la position d'équilibre. Donc, je vais faire quoi? Je vais essayer d'injecter cette relation dans la relation 1. Et je verrai quoi? Quand j'injecte ça dans la relation 1, c'est comme si c'est revenu remplacer toute cette relation, toute cette phrase ici, la formule qui est ici, par 0. Donc, on aura ici 0 moins K
X égale à M A suivant X. Donc 0, moins un nombre, ça va être toujours ce nombre. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici moins K suivant X égale à M A suivant X. Or, les amis, A suivant X égale à la dérivée seconde de la position. Notez X 2 points. Donc, on va remplacer AX par X 2 points. Donc, on aura quoi? Moins KX égale à M X 2 points. Donc, on va envoyer en envoyant ça ici, ou en injectant ça, c'est pour cette relation de l'autre côté. On aura M X 2 points plus KX égale à 0. La masse M étant différente de 0, étant souvent supérieure à 0, donc lorsqu'on multiplie toute cette relation par l'inverse de la masse M, on aura quoi? C'est-à-dire on divise toute cette relation par M. En divisant toute cette relation par M, on aura X 2 points plus K sur M suivant X, c'est égal à 0. Car, vous pouvez préciser, M est souvent supérieur à 0. On ne peut pas dire différent de 0 pour dire que la masse M peut être négative. Donc, par conséquent, l'équation différentielle se résume quoi? À X 2 points plus K sur M X égale à 0. Et cette équation différentielle n'est rien d'autre que l'équation différentielle que nous avons établie pour les pendules élastiques horizontales. Donc, si cela est bien fait, vous allez trouver donc que les deux pendules, que ce soit verticale ou horizontale, on tombe toujours sur la même équation différentielle. Mais des différentes manières de calcul. Vous avez dit, en pendule horizontale, on n'a pas parlé de cette position d'équilibre, on n'a même pas parlé de cette portion. Donc, mais on retombe toujours sur le même résultat. Donc, on reprend très bien. Et à ce niveau-là, on va essayer de passer à des solutions. Puisqu'on a trouvé les mêmes équations différentielles que nous avons trouvées pour les pendules élastiques horizontales. Donc, les solutions que nous avons obtenues là-bas seront forcément les mêmes. Mais la différence c'est là où ça? La différence va plutôt se trouver dans l'étude énergétique. Vous allez voir que les deux pendules élastiques verticales et élastiques horizontales n'auront pas la même étude énergétique. Donc c'est pourquoi vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez mieux comprendre et faire la différence entre l'étude énergétique des pendules élastiques verticales et les pendules élastiques horizontales. Donc, nous allons effacer tout cela et nous allons passer donc à la deuxième partie qui est que la résolution de l'équation différentielle. Nous prenons continuer. Donc, et bien ici, solution de résolution de l'équation Ok. Donc, il faut noter que, tout comme pour les pendules élastiques horizontales, cette équation aussi aura donc quoi? Une solution générale de la forme l'équation ci-dessus a une solution générale de la forme x de t, puisque ici, tout est en fonction de x. X de t, qui est égal à x maximal, fois le cosinus de oméga de t, plus phi. Ou encore, elle aussi de la forme xm multiplié par le sinus
de oméga 0T plus phi. C'est pour dire que ce sont les solutions là, bon, ce sont les courbes sinusoïdales, ce sont les fonctions sinusoïdales. Donc, on va donc essayer de chercher les conditions ou bien dénommer ISM ici, ce n'est rien que l'amplitude de la position, c'est-à-dire la position à laquelle la vitesse de l'objet s'annule. Et oméga 0 ici n'est rien d'autre que, je vais poser ici avec oméga 0 au carré qui est égal à K sur M. Donc oméga 0 carré n'est rien d'autre que cette portion à ça fait oméga 0 au carré. Donc chers amis, puisque nous venons juste de déterminer l'équation différentielle, nous avons vu que l'équation différentielle que nous avons trouvée est n'est rien d'autre que cette forme-là. Je vais rappeler ici l'équation différentielle que nous avons trouvée. L'équation différentielle que nous avons trouvée. C'est une équation que nous avons trouvée sous cette forme. X, 2 points, plus oméga 0 carré, X égale à 0. Donc, c'est le nombre que l'équation différentielle que nous avons établie dans le cas des pendules élastiques horizontales. Et vous avez vu là-bas comment est-ce que nous avons déterminé les différentes solutions, la période et la fréquence. Donc, c'est la même manière de déterminer toutes ces solutions là-bas, tous ces éléments-là. Mais ici, ce qui fait un peu la différence, et ce qui est un peu différent, et que nous voulons vous apprendre ça, c'est que comme il faut établir l'équation différentielle que nous avons ici, pour le cas des pendules élastiques verticales, et l'étude de l'énergie pour le cas des pendules élastiques verticales. Donc, suivez très bien. Donc, pour ce faire, nous n'allons pas avoir ici, pour la période T, on va donc tout simplement déduire la période T ici, ça fait 2pi sur oméga 0 ici. La fréquence est égale à l'émettre de la période en prenant l'émettre de cette relation, on a oméga 0 sur 2pi avec oméga 0 égale à la racine carrée de K sur M. Donc voici ce que vous devez retenir concernant la période, la fréquence et la pulsation. Donc c'est la même formule. Mais ici nous allons passer à l'étude simplement de l'étude, bon, à l'étude énergétique. Ici, faire l'étude énergétique, ça ne sert à rien que déterminer l'étude du mécanisme total du système. Alors, il y a des différentes positions bien précises. On met ici énergie, mécanique, énergie mécanique totale. L'énergie mécanique totale, on dira quoi? On dira que l'énergie mécanique totale de notre système ici, en sera de notre énergie cinétique, puisque ici, la vitesse du système n'est pas nulle, puisque le système vertu un moment oscillatoire. Donc, le système a donc une énergie cinétique au moins, plus une énergie potentielle élastique, parce que nous sommes dans le cas des ressorts, et plus une énergie potentielle de pesanteur. Pesanteur, pourquoi? Parce que ici, le poids ici n'est pas nul. Le poids ici est une composante non nulle suivant l'axe vertical. Voilà pour la présence d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, déterminer l'énergie mécanique totale devait donc déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur. Qu'est-ce que nous savons? On va déterminer ces énergies l'une après l'autre et venir en passer dans cette relation. Nous allons nommer 1. L'énergie cinétique ici
est égal à quoi? Ça fait 1 demi fois la masse qui multiplie la vitesse, la norme de la vitesse au carré. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la position. Après l'équation horaire, on a quoi? On a x de t que nous avons trouvé sous la forme de xm par le cosinus. Ça ne peut pas rentrer. Que nous avons trouvé d xm qui est égal à quoi? Xm fois le cosinus de oméga 0 t. Ça, c'est la position. Et cette position est obtenue après la résolution de l'équation différentielle. Donc ici, à l'aide de cette position, si nous avons la position, nous pouvons avoir la vitesse. Alors, la position n'est rien d'autre que la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée de la position par rapport au temps t. Quand nous dérivons cette relation, comme nous avons vu dans la première vidéo, nous allons obtenir moins xm qui multiplie oméga 0 multiplié par le sinus oméga 0 t ici. Donc, voici la vitesse qui est là, la norme de la vitesse. Et comme nous avons la norme de la vitesse, on va venir remplacer la vitesse au carré. On va lever la norme de la vitesse au carré pour le remplacer dans cette relation. Et on aura donc quoi? Comme énergie cinétique, on aura 1 demi multiplié la masse. Cette grandeur-là élevée au carré, je vois que le moins qui est là va disparaître. Donc on aura xm au carré, l'amplitude maximale au carré, qui multiplie oméga 0 au carré, qui multiplie sinus aussi au carré, avec sinus carré de oméga 0 t. Donc voici l'énergie cinétique. On va déterminer l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique égale à quoi? Nous sommes à cette position. L'énergie potentielle élastique, ça fait que la constante, ou 1 demi de la constante fois delta prime au carré. Donc ça fait quoi? 1 demi de la constante K qui multiplie de delta L prime au carré. Or, qu'est-ce que nous savons? Delta L prime est égal à quoi? Delta L plus X. Voici delta L prime ici, jusqu'à cette position. Elle est égale à quoi? Delta L qui est là, plus le X. Donc, en remplaçant delta L prime par cette relation, l'énergie potentielle élastique, c'est donc quoi? 1 demi K facteur de delta L plus X et tout au carré. Donc, en développant cette relation, ça nous donne aussi quoi? 1 demi fois K qui va développer cette relation dans le crochet. On nous donne quoi? Delta L au carré plus, ça c'est sous la forme de A plus B de tout au carré. Ça fait A carré, ici mon A c'est delta L, mon B c'est X. Donc ça fait A carré plus 2AB plus B au carré. Donc A carré, delta L au carré, plus 2 fois delta L fois X, 2 fois delta L fois X, plus le X au carré. En développant, avec cette expression, on aura quoi? 1 demi fois K qui multiplie delta L au carré, plus 1 demi fois 2. Les deux seront simplifiés. On aura K qui multiplie delta L ici. Maintenant, plus 1 demi fois K multiplié par X carré. Voici l'énergie potentielle élastique. Après avoir terminé l'énergie potentielle élastique, on va donc terminer l'énergie potentielle des pesanteurs. L'énergie potentielle des pesanteurs, on aura quoi? Bon, l'énergie potentielle des pesanteurs, ça donne quoi? Ici, on ne peut pas déterminer directement l'énergie potentielle des pesanteurs ici.
Donc, on va essayer de prendre sa variation en considérant la position de l'objet ici à l'état déformé du ressort comme étant l'origine des espaces. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous savons que la variation de l'énergie potentielle du pesanteur égale à l'opposé du travail du poids. Égale à l'opposé du travail du poids. Or, comme origine des espaces, le point O qui est là, à cette position, donc on aura quoi? Cette variation s'appelle l'énergie potentielle du pesanteur à une position X quelconque, je mets X à l'indice ici, moins l'énergie potentielle du pesanteur à la position 0, ça veut dire au point O, égal à quoi? Moins l'opposé du travail du poids. Ici, puisque le solide descend, donc son travail ici, le travail de son poids sera positif. Donc, il y a là-bas un moins devant son travail, un moins ici. Ça, c'est le moins de la variation de l'énergie potentielle. Ça veut dire moins. Le travail du poids, ça veut M fois G. Le poids même multiplié par la distance parcourue par le poids. Cette distance-là n'est autre que X. Cette distance-là n'est autre que X. Or, nous avons pris quoi? Comme origine de l'espace, le point O. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle du pesanteur à ce point, c'est égal à 0. Car c'est la position de référence. Donc, par conséquent, si cette portion-là fait 0, l'énergie potentielle du pesanteur à une position X quelconque, moins 0, ça va donc l'énergie potentielle du pesanteur du système, qui est égal à quoi? Moins M fois G X. Donc, toute cette relation, nous allons essayer de prendre ça. On va d'abord essayer de prendre la relation qui est ici. J'appelle ça la relation A. Cette relation, je l'appelle petit c. Et la relation qui est ici, l'énergie potentielle élastique, je l'appelle petit b. Donc, nous allons essayer d'injecter A, C et B dans la relation 1. Ça veut dire quoi? On va d'abord remplacer l'énergie cinétique, potentiel élastique, potentiel du pesanteur par les différentes expressions que nous avons déterminées. Donc, en remplaçant l'énergie cinétique, l'énergie potentielle du pesanteur et de l'énergie potentielle élastique dans la relation, par les expressions dans cette relation, on a obtenu l'énergie mécanique qui fera s'inscrire sur cette forme. On aura, en remplaçant l'énergie cinétique par son expression, qui fait 1,5 fois M. La vitesse, c'est le nom que la dérivée première de la position. Voilà pourquoi il y a X point au carré. On a plus l'énergie potentielle élastique, c'est tout ça. Donc, plus 1,5 de K delta L au carré, plus K delta LX, plus 1,5 de K qui multiplie delta L. Pardon, qui multiplie X carré. Qui multiplie X carré. Qui multiplie X carré. Maintenant, on va remplacer l'énergie potentielle du pesanteur par son expression qui fait moins mgx. Moins mg suivant x. On va essayer d'arranger cette relation. Donc, on aura quoi? Ça fait 1,5 de m x point au carré. On va essayer de voir les termes qui se ressemblent. En prenant x ici, voici x ici, voici x. D'abord, on va copier d'abord les x carrés, plus 1,5 de k x carré,
Donc, plus delta K delta LX moins MG delta X et moins MG X. Donc, nous allons d'abord K delta LX moins MG X. Donc, ça fait quoi? 1 demi de M X point au carré plus 1 demi de K X au carré. Ici, on va essayer de factoriser cette expression par en mettant le X en facteur. Donc, on aura plus K fois delta L moins MG facteur de X. Voici une énergie mécanique totale qui est là. Or, qu'est-ce que nous voyons? K fois delta L, de même chose que l'expression de la tension T à l'équilibre. Et c'est que la masse M. Or, nous avons montré dans la partie précédente que plus haut que K delta L moins Mg est égal à 0 à cause de l'état d'équilibre. K état d'équilibre. Donc, si ça est égal à 0, on vient de noter ici, ça est égal à 0 à cause de l'état d'équilibre fois X. 0 fois X, ça fait 0. Donc, l'énergie mécanique totale se résume à 1 demi de M X point au carré plus 1 demi de K X au carré. Pardonnez, j'ai omis une expression de 1 demi de delta L carré. On va ajouter ça ici. Plus 1 demi de delta L carré. L'expression est là, mais je l'ai omis. Donc, j'avais 1 demi de K delta L carré. Voilà. De K delta L carré. Donc, puisque ça là, c'est annulé, plus ça, maintenant plus 1 demi de 1 demi qui multiplie K fois delta L au carré. Or, qu'est-ce que nous avons? On sait quoi? Or, X de T égale à XM fois le cosinus de oméga 0T. Donc, X point, la dérivée première de X, ça fait quoi? Moins XM oméga 0 sinus oméga 0T. Ça, c'est un donc là, X point. Donc, en élevant, le mécanisme devient quoi? En élevant X point au carré, le moins qu'il va s'annuler, donc on aura quoi? 1 demi de M XM au carré, oméga 0 carré, sinus carré de oméga 0T, plus 1 demi de K X carré. Voici la façon de X de T. Donc, trouver X carré, revient à élever la grandeur qui est ici au carré. Donc, ça fait quoi? X maximal au carré fois le cosinus carré de oméga 0T. Plus 1 demi de K delta L au carré. Or, que nous voyons donc oméga 0 carré? Ici, puisque oméga 0 carré fait combien? Oméga 0 carré, ça fait K sur M. Donc, on aura quoi? L'énergie mécanique totale sera 1 demi de M XM au carré. On va remplacer oméga 0 carré par son expression qui fait K sur M. Donc, fois K sur M fois sinus carré de oméga 0T plus 1 demi de K XM au carré fois cosinus carré de oméga 0T plus 1 demi de K delta L au carré.
Ça fait quoi? 1 demi. En simplifiant les masses, M et M, on obtient quoi? K, 1 demi de K is M au carré, et multiplie sinus carré de oméga 0t plus 1 demi de K is M au carré, et multiplie aussi cosinus carré de oméga 0 t plus 1 demi de K delta L carré. Chers amis, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On a le sinus carré oméga 0t et le cosinus carré oméga 0t ont en commun un facteur qui n'est autre que ça et ça. Donc, il va factoriser. En mettant ça en facteur, on aura quoi? 1 demi de K is M carré facteur de sinus carré de oméga 0t plus le cosinus carré de oméga 0t. Plus le cosinus carré de oméga 0t, je ferme donc le crochet et il y a juste la portion qui reste, 1 demi de K delta L carré. Cette relation, sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle, ça fait 1. Donc, cette relation qui est là vaut 1. Donc, cette relation qui est là vaut 1, que lui là multiplie toute cette relation. Donc, l'énergie mécanique va se résumer à 1 demi de K is maximal au carré plus 1 demi de K delta L au carré. Donc, par conséquent, l'énergie mécanique totale, l'énergie mécanique totale d'un pendule élastique vertical est égale à 1 demi de la constante de raideur K du ressort qui multiplie l'amplitude maximale plus 1 demi de K, la constante de ressort toujours, et multiplie l'allongement à la portion d'équilibre au carré. Et ça, en mettant en facteur 1 demi de K, on aura ISM au carré plus delta L au carré. Voici donc l'énergie mécanique totale d'un pendule élastique vertical. On va donc montrer également si le système ici est conservatif. On va donc montrer si le système ici est conservatif. Pour montrer si le système est conservatif, il faut dériver l'énergie mécanique par rapport au temps. Si la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps nous donne 0, on dira que le système est conservatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la dérivée de l'énergie mécanique, la dérivée de l'énergie mécanique totale par rapport au temps t égale à quoi? La dérivée par rapport au temps t de 1 demi de K par ISM au carré plus delta L au carré. Ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici, la constante K du ressort est une grandeur indépendante du temps t. Ça veut dire que c'est une constante. La position l'amplitude ISM, c'est la position de l'objet à laquelle la vitesse s'annule, et la position maximale, qui est aussi indépendante du temps t, c'est une position fixe, et aussi delta L à l'équilibre, la position du ressort à l'équilibre, qui n'est aussi qu'une constante. Donc, là, tout ce que nous avons ici devant nous sont des constantes. Et ici, la dérivée
d'une constante par rapport à une variable est égal à 0. Donc, on peut tout simplement dire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps t est égale à 0. Comme la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps t est égale à 0, alors on dira que système est conservatif. Le système est conservatif. Point. Non? On va nous démontrer que le système est conservatif. Non? Sans me tarder, ce apprenant, c'est aujourd'hui là la fin de la vidéo. C'est tout avec le professeur Zamblé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer, d'ajouter un pouce. Et enfin, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez que vraiment, il y a rien caché sous le soleil. Et nous vous encourageons vraiment à vous abonner et à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour voir sur nos prochaines vidéos. Merci. Bye. À la prochaine.